Chaque année depuis 2015, le Conseil européen des barreaux, qui représente et défend 1 million d'avocats européens, organise la Journée européenne de l'avocat. Cette année, nous avons arrêté le thème avocat indépendant, démocratie plus forte, comprendre pourquoi l'autorégulation importe. Récemment, la Cour européenne a suspendu les aides de la Pologne à la condition qu'elle se dote d'un système indépendant judiciaire. Nous allons donc essayer, dans les prochaines minutes, de mieux comprendre quels sont les liens entre l'indépendance de la profession d'avocat en Europe, son rôle dans le renforcement de la démocratie et l'état de droit, et l'autorégulation. Je vous propose pour en discuter Julie Couturier, avocate au barreau de Paris, ancienne bâtonnière de l'Ordre des avocats au barreau de Paris et présidente actuelle du Conseil national des barreaux, qui représente les 67 000 avocats français, et Patrice Spinozzi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Vous intervenez très régulièrement devant la Cour de cassation, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l'homme. Alors j'ai envie de vous poser une première question. Pourquoi l'indépendance de la profession d'avocat est-elle essentielle dans l'Europe actuelle? Julie Couturier. Merci beaucoup, Laurence. Bonjour à tous et à toutes. L'état de droit, on en parle beaucoup en ce moment, mais peu de nos concitoyens savent en réalité ce que cette notion recouvre. L'état de droit, en réalité, repose sur 3 piliers qui sont très clairement définis. C'est d'une part le respect de la hiérarchie des normes, d'autre part l'égalité des citoyens devant la loi, et enfin, c'est le principe de séparation des pouvoirs, inspiré de Montesquieu, c'est-à-dire la séparation entre les pouvoirs judiciaires, législatifs et exécutifs. Et cette séparation effective des pouvoirs implique évidemment une justice indépendante, c'est-à-dire l'accès à un tribunal indépendant et impartial, dont naturellement l'avocat est un acteur absolument essentiel. Alors la défense des droits des justiciables implique en effet de pouvoir être assisté et défendu par un avocat qui ne subira aucune pression ou ingérence extérieure. Et il faut évidemment que l'avocat soit indépendant vis-à-vis du juge, vis-à-vis du pouvoir, vis-à-vis de toute autre influence, indépendant aussi d'ailleurs de son client qui peut être le premier auteur de pression. Cette indépendance, bien sûr, elle se mesure à l'aune individuelle, hein, puisque l'avocat lui-même doit être indépendant, mais elle se mesure également collectivement, puisque il faut que la profession puisse s'organiser elle-même et organiser elle-même ses règles de fonctionnement, de gouvernance, de discipline et de déontologie au niveau des ordres et de l'ensemble des instances représentatives de la profession. Et cette indépendance n'est évidemment pas un privilège, mais elle est là pour servir les intérêts des justiciables en leur permettant d'être effectivement défendus devant les tribunaux. À titre d'exemple, dans plusieurs États, le droit d'exercer la profession d'avocat est soumis à la délivrance d'un agrément délivré par le ministère de la Justice. Et cet agrément pouvant être révoqué à tout moment, ça peut bien sûr dissuader les avocats de défendre les justiciables dans des affaires jugées sensibles. Cette pression-là est loin des critères de l'état de droit. Et c'est la raison pour laquelle l'indépendance de la profession d'avocat en fait également un acteur essentiel de la société civile qui contribue largement au débat public. C'est le rôle social de l'avocat auquel nous sommes très attachés, et notamment en matière de réforme de la justice et de défense des prérequis de l'état de droit. Alors, plusieurs États membres de l'Union européenne, puisqu'on est là dans le cadre du CCBE, plusieurs membres de l'Union européenne connaissent actuellement un mouvement de remise en cause et parfois malheureusement de fragilisation des principes essentiels de l'état de droit. Et dans ce contexte malheureusement dégradé, la profession d'avocat joue un rôle fondamental de défense de l'état de droit et notamment des principes d'indépendance de la justice et d'égalité devant la loi. Il nous appartient évidemment de rappeler les fondamentaux lorsqu'ils sont remis en cause par le pouvoir politique. Ça a été encore le cas récemment en France à la suite de certaines déclarations. Là encore, il a fallu apporter quelques explications à ce que c'était que l'état de droit, avec cette distinction entre l'état de droit et l'état du droit, et en faisant attention évidemment au glissement sémantique. Il nous appartient aussi évidemment de contester les normes ou les décisions qui contreviennent à la hiérarchie des normes et de la préserver comme l'un de ces 3 piliers de l'état de droit.
Il nous appartient aussi de nous assurer de l'égale application des normes à tous, c'est l'égalité des citoyens devant la loi, de protéger aussi l'application effective des grandes libertés publiques, que l'on parle de la liberté d'expression, de la liberté d'association, de réunion ou de manifestation notamment, et enfin de protéger et soutenir les avocats inquiétés dans l'exercice de leur profession. Cette protection, ce soutien, ça a notamment été le cas en Pologne, où la profession d'avocat a alerté et est intervenue au niveau national et européen pour contester les graves atteintes à l'indépendance de la justice induites par les réformes de l'organisation judiciaire, puisque en Pologne, on a assisté à une réforme du Conseil supérieur de la magistrature et à une réforme de la Cour suprême qui incontestablement remettait en cause l'indépendance des magistrats qui ont été, il faut le dire, pendant plusieurs années sous une pression très très importante. Et c'est également le cas dans plusieurs pays européens lorsque, par exemple, les avocats interviennent au soutien de manifestants arbitrairement empêchés d'exercer leur liberté. Maître Patrice Spinozzi, est-ce que pour vous, l'indépendance de la profession d'avocat joue un rôle essentiel en Europe? Très certainement, et je pense que Julie Couturier l'a très bien expliqué. La démocratie, c'est l'état de droit, et l'état de droit, il se vit au quotidien et à travers la défense de l'institution judiciaire. Il faut bien comprendre ce qu'on appelle l'état de droit. L'état de droit, c'est l'acceptation pour un État de se soumettre au droit, donc accepter de pouvoir être remis en cause par des juges en considération de l'application de normes qui sont supérieures à la loi et qui sont en général des garanties fondamentales dont on a déjà parlé, qu'il s'agisse du droit au procès équitable, de la liberté d'expression, de la liberté d'aller à venir. Et donc, l'état de droit, c'est ce carcan qui pèse sur la souveraineté des nations, qui tente à dire, bah, vous, législateurs, vous êtes peut-être élus, mais pour autant, vous ne pouvez légiférer qu'à partir du moment où vous respectez un certain nombre de valeurs essentielles, qui sont des valeurs communes à toutes les démocraties occidentales. Et faire vivre l'état de droit, ben, c'est lorsque ces valeurs sont atteintes par des gouvernements qui sont des gouvernements populistes, ce qu'on appelle des démocraties illibérales, ce qui n'est pas quelque chose qui est exclu en France, ou en tout cas certains programmes de partis politiques sont prêts à accepter l'idée de remettre en cause l'état de droit, donc on le voit bien. Eh bien, c'est aux juges, donc au pouvoir judiciaire de la séparation des pouvoirs qu'il appartient de garantir l'état de droit. Donc le juge, ce n'est pas l'avocat, mais sans avocat, le juge ne peut rien. C'est-à-dire que l'indépendance de l'avocat, elle est fondamentale pour pouvoir garantir l'indépendance de la justice, pour que justement les magistrats qui ont comme mission de défendre l'état de droit, qui vont être ceux qui vont être en première ligne demain lorsque certaines lois qui sont attentatoires aux libertés sont susceptibles d'être remises en cause par des gouvernants qui aspirent à une démocratie libérale en remettant en cause nos fondamentaux sur la procédure pénale, en créant des lois ultra répressives, en remettant en cause les règles européennes en matière de défense des étrangers. Et donc tout cela eh bien, appelle la protection du juge qui a vocation à garantir le respect des normes européennes contre la volonté de certains parlements nationaux qui cherchent en réalité à porter atteinte à ces fondamentaux que sont les garanties, les grandes garanties publiques. Et l'avocat est là. L'avocat est là pour saisir le juge, l'avocat est là pour défendre les personnes, l'avocat est la cheville ouvrière de l'état de droit et son indépendance doit être garantie pour qu'il puisse continuer à jouer ce rôle dans une démocratie moderne occidentale. Et c'est ça, aujourd'hui, le rôle de l'avocat en France, c'est de veiller, c'est d'être cette vigie qui garantit à chacun que nous continuons à jouir des grandes libertés qui nous ont été octroyées et qui sont fondamentales dans une démocratie. Merci. Alors, dans ce contexte-là, est-ce que l'autorégulation constitue un privilège pour les avocats qui souhaiteraient finalement échapper à un contrôle extérieur, ou est-ce que c'est un des fondements nécessaires à leur indépendance? Madame Julie Couturier.
Alors, l'autorégulation de la profession, non, ce n'est évidemment pas un privilège. En fait, c'est l'aspect organisationnel, si on peut dire, de l'indépendance de notre profession. Qu'est-ce que l'autorégulation, qui peut paraître un terme relativement abscon, notamment pour nos concitoyens? En réalité, c'est le pouvoir autonome dont dispose notre profession de s'organiser elle-même. Et on considère que la possibilité de s'organiser de manière effectivement autonome, c'est la meilleure garantie de l'indépendance de notre profession. Donc ça implique notamment que nos instances professionnelles, que ce soit les ordres ou le Conseil national des barreaux, soient composées d'avocats élus par leurs pairs. Et ça a évidemment un certain nombre de conséquences en matière de gouvernance et d'organisation de la profession, notamment en matière de formation professionnelle, puisque nous sommes seuls maîtres de la définition et de l'unification de nos programmes de formation. Nous sommes de la même façon maîtres de l'accès à la profession, et c'est ce qu'on appelle la tenue du tableau, hein, qui appartient aux ordres et au CNB pour ce qui concerne les avocats étrangers. C'est également la possibilité pour nous d'élaborer et de contrôler nos règles de déontologie, ou encore le contrôle du bon fonctionnement de nos CARPA. Et enfin, j'allais dire last but not least, c'est le pouvoir disciplinaire des avocats dont nous gardons effectivement la maîtrise. Donc l'autorégulation, elle est en effet intrinsèquement liée à l'indépendance. Elle n'est en effet pas, pour répondre à votre question, un privilège, mais au contraire une responsabilité, puisqu'il s'agit pour nous de garantir que les avocats et leur exercice professionnel ne soient pas soumis au contrôle d'une autorité publique. Merci. Dernière question, à l'heure où un certain nombre sont tentés de dénoncer les conventions européennes des droits de l'homme, par exemple, Maître Patrice Spinozzi, vous qui plaidez régulièrement devant la Cour européenne des droits de l'homme, quels sont pour vous les apports du droit européen sur le rôle de l'avocat ? Vous le dites très bien, il y a un certain nombre de personnes qui aujourd'hui cherchent à remettre en cause la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Ces personnes, c'est précisément des gens qui cherchent à casser la mécanique de la défense de l'état de droit. C'est-à-dire, quand on cherche à décrédibiliser les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme ou de la Cour de justice de l'Union européenne, c'est qu'on cherche précisément à essayer d'affaiblir les garanties de l'état de droit et les grandes libertés fondamentales qui sont reconnues à tous les justiciables. Dans ces libertés fondamentales qui sont reconnues aux justiciables, il y a la garantie à une défense et à une défense indépendante. L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit le secret professionnel qui peut exister entre un avocat et son client, comme l'article 6 garantit le droit à un procès équitable, donc le droit à une défense. Donc l'avocat est au cœur des libertés processuelles qui sont reconnues à tout justiciable. Et il faut bien comprendre que la Cour européenne des droits de l'homme a été absolument pionnière en la matière, c'est-à-dire qu'il y a un très grand nombre de décisions qui ont été rendues par la Cour européenne des droits de l'homme depuis longtemps déjà, hein, puisque la première fois que la Cour européenne va rendre des décisions sur le secret professionnel et la garantie du secret professionnel au bénéfice d'un client, c'est le début des années 90, donc on voit que ça fait maintenant près de 40 ans que la Cour européenne garantit le secret professionnel. C'est elle qui l'a affirmé dans les locaux qui sont les locaux des avocats. C'est elle qui l'a garantit dans le cadre des opérations de visite et saisie qui sont susceptibles d'intervenir lorsque les autorités de régulation comme l'AMF ou l'autorité de la concurrence interviennent dans des entreprises. C'est eux qui garantissent qu'il peut y avoir des interceptions téléphoniques, mais que ces interceptions téléphoniques ne permettent pas la transcription de ce qui peut être échangé entre un avocat et son client. C'est eux qui ont garanti, la Cour européenne, l'arrivée de l'avocat en garde à vue dès la première heure. Donc on voit bien qu'il y a un très grand nombre d'avancées du rôle de l'avocat dans notre droit qui ont été initiées et donc imposées en réalité par les juridictions européennes. Et c'est bien ça, précisément, ce que les ennemis de l'état de droit cherchent à remettre en cause, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir limiter le rôle de l'avocat, de pouvoir limiter le secret professionnel. Vous savez que les secrets aujourd'hui ont mauvaise presse, l'idée qu'il y ait des choses qui ne soient pas transparentes, l'idée que, au fond, un avocat puisse avoir des informations qui seraient utiles à la justice et qu'on ne puisse pas lui imposer de devoir les révéler, eh bien tout ça dérange. Voilà, ça dérange parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui préféraient que ça n'existe pas. Et notre rôle, c'est de se battre pour que ça continue à exister. Et le rôle de la Cour européenne des droits de l'homme, comme de la Cour de justice de l'Union européenne, comme des juridictions suprêmes aujourd'hui en France, c'est de maintenir ces garanties qui sont des garanties essentielles dans notre démocratie.
Merci. Alors vous, Madame la Présidente, qui représentez les 76 000 avocats français, en quoi finalement ce droit européen est évidemment une avancée pour la protection des avocats et que reste-t-il peut-être encore à faire dans ce cadre-là, dans cette journée des avocats européens? Alors, Patrice Spinozzi vient de le dire très bien, je pense qu'on est, entre guillemets, victime de beaucoup de coups de boutoir qui sont autant d'atteintes à l'indépendance de la justice, à l'indépendance des avocats et à l'état de droit. Qui montre qu'on a encore besoin d'instruments de protection. Et cet instrument de protection, il est, si je puis dire, en cours d'élaboration, puisque une des récentes avancées, c'est le travail qui a été initié sous l'égide du Conseil de l'Europe pour élaborer un instrument européen de protection de la profession d'avocat, qui est cette Convention européenne de la profession d'avocat. L'idée est venue à partir de 2016, à partir du moment où on a été obligé de constater une augmentation assez sensible du nombre d'avocats menacés dans l'exercice de leurs fonctions, y compris en Europe. L'exemple de la Pologne, par exemple, peut être cité. Et le CCBE a sollicité le Conseil de l'Europe sur un projet de texte international juridiquement contraignant dédié à la protection de la profession d'avocat. Et ce projet de convention européenne de la profession d'avocat vise à renforcer les standards européens et internationaux en matière de protection des avocats, en intégrant notamment ces standards dans un instrument juridique contraignant. Il est clair que la mobilisation des barreaux et du CCBE en son sein ont été évidemment tout à fait déterminants. Ce texte, j'allais dire, arrive à son point d'équilibre aujourd'hui et les travaux sont entrés dans une phase de finalisation du projet de convention et de son rapport explicatif. La réunion de finalisation des projets de texte s'est tenue en septembre 2024 et nous allons entrer au printemps 2025 dans un temps d'approbation politique au sein du Conseil de l'Europe et d'un processus de ratification. Et c'est vrai que cette convention, toujours dans cette idée d'équilibre des pouvoirs et de respect de l'état de droit, est vraiment une avancée pour l'état de droit, en garantissant notamment au niveau européen l'indépendance et l'autonomie des associations professionnelles, ainsi que leur rôle dans la défense de l'indépendance des avocats. Donc le travail est encore en cours, mais on a encore ce nouvel instrument qui va venir conforter, renforcer l'indépendance des avocats. Merci. Et ben, je vous remercie pour cette conversation combative et engagée et donc affaire à suivre. Merci beaucoup.